Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Je ne vous cache pas que j'avais très envie de découvrir ce qu'était concrètement le métier de coach. On en entend de plus en plus parler et j'avais une idée assez vague de ce que cela pouvait apporter personnellement et professionnellement. C'est donc avec Jenny Chamas, coach et master coach, que j'ai eu le plaisir d'échanger. C'est après une carrière dans le retail sur des postes à responsabilité que Jenny décide de devenir entrepreneur. Entrepreneur, oui, mais dans quoi ? C'est avec sa propre coach que Jenny comprend ce qui l'anime vraiment. Accompagner, booster, bref, coacher. Jenny dirige aujourd'hui sa propre entreprise, accompagne les femmes ambitieuses, a écrit un livre, animé des conférences et a son propre podcast. Ensemble, nous discutons de comment elle aide ses clientes à prendre confiance en elles et à affirmer leur statut de leader, de certaines barrières qui résident dans nos esprits ou encore de la dimension psychologique absolument nécessaire dans son quotidien. Tenez-vous prêts, l'enthousiasme de Jenny est communicatif et après cette conversation, vous risquez de vous sentir pousser des ailes. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Jenny Chamas, coach et master coach. Bonjour Jenny, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Je suis très contente de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Bonjour Sarah, merci de me recevoir. Moi aussi je suis ravie. Alors Jenny, tu es coach de vie et en préparant l'interview, la première chose que je me suis demandé, c'était quelle était la différence entre un coach de vie et un coach professionnel ? Oui. Alors écoute, je pense que dans le fond, il n'y a pas vraiment de grande différence parce que évidemment, les outils sont très similaires. Et d'ailleurs, preuve en est, c'est que moi, je suis coach de vie. Alors, j'aime bien dire master coach, donc je le dis quand même parce que ça veut dire que tu peux former les coachs. Mais je suis coach de vie, mais en même temps, je coach sur la vie professionnelle. Donc, tu vois, déjà en soi, ça montre que c'est possible. Mais je dirais que ça, c'est plus une distinction française. J'ai le sentiment que c'est une distinction française, qui est que on engage un coach professionnel au sein d'une entreprise et donc qui va coacher un manager, qui va coacher une équipe, qui va coacher des dynamiques internes. Et dans ce coaching-là, en général, éthiquement, on veut que il n'y ait pas trop de sujets personnels. Et la raison pour laquelle moi j'ai choisi d'être coach de vie, c'est que j'étais convaincue que en fait on peut pas du tout faire de distinction entre vie professionnelle, vie personnelle, parce que en réalité, la personne qu'on est dans le travail, elle se nourrit de la personne qu'on est dans le privé, et que tout ce qui se passe dans notre vie professionnelle influence notre vie privée. Donc quelque part, c'est un peu, je trouve que c'est un peu catégorique de dire qu'on parle de l'un ou qu'on parle de l'autre. En vrai, on parle des deux. Ouais, en effet. Et puis surtout que toi, tu l'as quand même bien travaillé puisque avant de devenir coach et master coach, tu as travaillé 10 ans dans le retail, dont 3 ans à Hong Kong. Alors pas à Hong Kong, en Corée du Sud. En Corée, pardon. Ouais, en à Corée Séoul. du Sud. Et tu étais sur une ascension professionnelle assez forte. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait donné envie de tout quitter pour devenir ton propre patron. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que je savais qu'un jour je serais entrepreneur, donc je savais pas trop quand, mais voilà, c'était un peu dans mon ADN, même si mes parents ne sont pas entrepreneurs à la base. Mon père l'est devenu, mais au fond, je me voyais entrepreneur. Je crois que ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, tu l'as dit, finalement, j'avais une ascension professionnelle plutôt sympathique. J'en étais assez fière d'ailleurs. Mais j'ai eu un chamboulement qui était le fait de devenir maman. Et puis aussi, le fait de partir en expatriation, déjà, ça ouvre un peu les yeux sur le monde. C'est-à-dire que avant de vivre en expatriation,
bah je vivais, même si j'ai beaucoup voyagé, j'avais un peu un filtre franco-français, on va dire. Quand tu vis à l'étranger, tu vois à quel point en fait on a énormément de chance de vivre en France. Hein. Je veux dire, on peut se plaindre de tout ce qui va pas, mais en réalité on est nettement plus aidé. C'est-à-dire que quand on parle de pauvreté, etc., on n'a pas idée de ce que vivent certaines personnes à l'autre bout de la planète. Et surtout, du coup, je me suis rendu compte que c'était hyper important de suivre ce qu'on avait vraiment envie de faire, qu'on n'avait qu'une vie. Et je crois que l'expatriation, ça ouvre aussi la voie des possibles. Tu vois, tu te dis bon bah j'ai été capable de partir dans un autre pays, dans lequel je ne connaissais rien à la culture ni à la langue. J'ai quand même réussi à m'en sortir, même si c'était difficile parfois. Et du coup, je vois pas pourquoi je pourrais pas faire ce que j'ai maintenant vraiment envie de faire. Ouais, finalement, ça t'a donné une certaine force. Oui, complètement. Ça m'a donné une force. C'était un rêve qui se réalisait aussi, parce que j'avais toujours rêvé de vivre à l'étranger. Et puis bon, il faut le dire aussi, parce que c'est assez facile de dire ça, mais je suis partie dans des conditions d'expatrié. Donc, j'avais une entreprise qui finançait énormément de choses, qui m'a facilité la vie pour l'appart, l'école de mon fils, pour toute la paperasse. Enfin, c'était beaucoup plus facile que partir dans l'inconnu seule. Tu vois. Ouais. Donc j'étais dans une posture où je pouvais aussi me permettre d'envisager quelque chose de nouveau. J'étais pas en difficulté. Donc voilà. Et donc, finalement, tu es en Corée. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de tout quitter ? Alors, je dois dire que un élément déclencheur fondamental, c'est le fait que donc en Corée, j'étais enceinte de ma fille. Donc c'est mon deuxième enfant. Ça c'était, on va dire, à mi-parcours de mon expatriation. Et en fait, avant j'avais eu un fils, donc je m'étais pas posé toutes les questions de qu'est-ce que veut dire mettre une fille au monde dans un monde inégalitaire pour les femmes, enfin au détriment des femmes. Donc ça m'a énormément travaillé. Et il se trouve que en même temps, j'étais en train de négocier la suite de mon expatriation et que je faisais face à des difficultés à la fois interne, c'est-à-dire, moi, mon rêve, c'était d'être DG, hein, donc faut être clair, depuis toujours que j'avais rejoint le retail, je me voyais patronne d'une boîte, et pas vraiment d'une petite boîte. Hein. Donc, ça, c'était mon ambition, tu vois. Ouais. Et je me disais, un jour, j'y arriverai, et puis, effectivement, l'ascension aidant, je me disais, oui, t'es quand même sur le bon chemin. Et sauf que, j'avais du mal à négocier l'après. C'est-à-dire que on me proposait des choses, hein, on s'occupait plutôt bien de moi et on me proposait des trucs intéressants, mais ça correspondait pas à l'ambition que j'avais. Et je voyais bien que le problème, il était pas juste. Donc j'identifiais deux problèmes. Le premier, c'était que je voyais que quelque part, j'avais pas les mêmes chances que les autres à certains endroits. Donc j'avais l'impression que ça venait de l'extérieur, mais je me suis très vite rendu compte que je ne me donnais pas les mêmes chances que les autres et que le problème, il était surtout là. C'est que j'avais plein de barrières internes. J'osais demander les choses. En fait, mais j'avais pas de problème pour demander, pour négocier, tu vois, j'étais toujours hyper à l'aise avec l'argent, avec l'ambition. Mais en revanche, là où j'avais un problème, c'était mettre en avant tout ce que je sais faire. Je savais le faire en interne, au sein de mon codir, etc., aucun problème. Mais dès que j'étais face à des gens que je connaissais moins et qu'il fallait pourtant que je convainque, j'étais un peu plus fébrile, donc j'avais peut-être un complexe d'infériorité, alors qu'avec le recul, je me rends compte que en fait j'aurais dû y aller franco, parce que j'en avais largement sous le pied, quoi. Mais bon. À cette époque-là, j'étais dans cet état d'esprit-là, et puis je connaissais pas le coaching, donc j'avais pas les outils pour oser. Et donc ces deux choses aidant m'ont fait me demander qu'est-ce que je fais après, en fait. Est-ce que je continue parce que ce qu'on me proposait c'était similaire à ce que je faisais déjà, simplement c'était dans un autre pays, ou pas. Et en fait je me suis fait coacher pour pouvoir répondre à cette question. Et en fait quand je me suis fait coacher,
j'ai décidé de devenir entrepreneur. Mais tu t'es fait coacher quand tu étais encore en poste, c'est ça? Ouais, en fait, je m'étais toujours dit quand j'aurais une décision. En fait, j'ai toujours fonctionné avec énormément de détermination dans mon parcours professionnel. C'est-à-dire que je me posais pas 36 000 questions, quoi. J'avais un objectif en tête et juste j'y allais. Et ça a toujours bien marché. Et il y a eu des erreurs de parcours sur la route. J'ai fait un burn-out. J'ai été en difficulté parfois. Mais je sais pas, j'arrivais à voir que c'était inscrit dans mon histoire et que c'est pas grave, ça me permettait de rebondir, etc. Mais là, j'étais à une époque où, franchement, je voyais pas trop. Parce que ce qu'on me proposait et qui était quand même séduisant, enfin, qui pour la plupart des gens aurait été séduisant, on va dire, moi, ça me séduisait plus trop. Et donc, le problème, c'est que je ressentais plus trop de passion. Et ça, pour moi, c'était un vrai problème. Parce que en fait, il était hors de question que je travaille sans passion. Et du coup, c'est pour ça que j'en suis venue à me faire coacher, parce que je m'étais toujours dit, le jour où tu sais plus trop, où t'es un peu paumé, tu te feras coacher. Et donc voilà, c'était ce moment-là. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce coaching ? Alors concrètement, ça m'a apporté, en fait, ça a radicalement changé ma vision du monde, parce que j'ai compris, en fait, que ce que je pensais, c'était juste une interprétation du monde. C'était pas la vérité, la réalité. Donc, quand je pensais que j'étais pas capable ou quand je pensais que quelqu'un d'autre était mieux que moi, en fait, c'était juste une interprétation et c'était pas la réalité, et que je pouvais choisir de penser carrément autre chose, et que quand je pensais que j'en étais capable et que moi aussi j'avais quelque chose à montrer et de la valeur à créer, bah là je me comportais plus du tout pareil, en fait. Donc ça a changé ma vision du monde, c'est-à-dire que maintenant je ne prends plus rien pour acquis, c'est-à-dire que tout ce que me dit mon cerveau, en fait, je l'interroge, et quand ça me va pas, ben je décide d'aborder les choses sous un autre angle. Et en fait, la vie est beaucoup plus savoureuse comme ça. Honnêtement, ça change tout. Et puis ça m'a apporté concrètement des outils, des techniques. Et en fait, en les appliquant, bah pour moi, ça a été radical. C'est-à-dire que en 2 semaines, j'ai su que que j'allais pas rester là où j'étais, pas parce que j'aimais pas ça, mais simplement parce que je voulais mieux, je voulais plus. Et que ce plus-là, bah, c'était monter ma propre boîte. Tu rentres en France avec donc tout nouveau projet pro, donc avec un chômage, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, ouais. Ton mari ne travaillait pas à l'époque ? Non, il m'avait suivi en expatriation. Ouais. Donc tous les deux sans emploi, avec 2 enfants. Comment est-ce que ton entourage a réagi ? Alors c'est une question très intéressante parce que, écoute, c'est une question que je ne me suis absolument pas posée. Et en fait, je pense que c'est ça qui, c'est parce que je me la suis pas posée et parce que je pense que mon mari ne se l'est pas posée non plus, que pour nous, ça a jamais été une barrière. En fait, parce que nous, on avait toute confiance que ce qu'on faisait, c'était mais totalement gérable. Parce que, en fait, on rentrait tous les deux en ayant tous les deux le chômage. Et bah oui, c'est sûr, fallait serrer un peu la ceinture, hein, mais bon, franchement, je crois qu'on se rend pas bien compte que on a une chance inouïe d'être dans un pays où on peut toucher le chômage, parce que moi, tous mes collègues en expatriation, s'ils faisaient ce que j'avais fait, bah en fait, ils rentraient avec 0. Et je parle de gens qui rentraient pas nécessairement dans des pays en voie de développement. Je parle de gens qui rentraient vivre aux Pays-Bas. Alors évidemment, j'avais des copains mexicains, donc eux, bon, c'est sûr, ils touchaient pas le chômage. Mais ben, on se rend pas compte. Moi, mes potes à Séoul, mes copains mexicains, qui étaient tous les deux surdiplômés avec des jobs vraiment hyper bien. En fait, quand ils vivaient au Mexique, eh ben, ils mettaient pas le chauffage l'hiver parce que ça coûtait trop cher. Je sais pas si on envisage un seul instant ce que c'est. Il y a des gens en France pour qui c'est le cas. Évidemment, mais en fait, on se dit pas que ces gens-là, ils ont fait des études, qu'ils ont les boulots quelque part qui sont les mieux payés entre guillemets dans la société. Bah en fait, dans certains pays, même quand on a tout ça, on n'a pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc ça remet les idées en place et en perspective. Et donc bah moi, si mes potes ils arrivaient à survivre sans chauffage, je me suis dit bah en fait si ça veut dire que je vais arrêter de m'acheter des fringues, que je vais vivre dans un petit appart et que voilà, on y va. Et du coup, ce que pensaient les autres,
franchement, je m'en fichais parce que moi, j'étais convaincue que c'était la chose à faire. Et ce qui comptait pour moi, c'était notre projet de vie à mon mari et à moi. C'est-à-dire que, évidemment, pour faire ça, ce qui comptait, c'était qu'on soit OK parce que c'était un choix familial. Ça avait un impact pas que sur moi ou pas que sur lui, mais sur toute la famille, sur nos enfants, etc. Et donc ça, c'était vraiment une décision familiale. Après, je sais, nos parents nous ont, j'ai l'impression, plutôt encouragés ou en tout cas pas dissuadés. Après, j'imagine bien que dans mon entourage, j'ai des potes qui se disaient que c'était génial et d'autres qui se disaient que j'étais complètement folle. Mais bon, finalement, on s'en fiche. Enfin, je veux dire. Mais c'est vrai parce que je trouve que surtout quand t'es une femme, que t'as des enfants, tu vois, une fois que t'as tes enfants, c'est sûr que c'est toujours un peu plus risqué de se mettre au chômage, voilà, d'avoir une vie avec un peu moins de sûreté financière et le fait d'avoir un entourage justement, enfin que tu n'as pas forcément écouté, on va dire, ou entendu, tu vois, sur des potentiels risques, c'est hyper intéressant parce que c'est souvent ça qui nous empêche de faire des choses aussi, surtout quand on a des enfants, oui. Où les gens peuvent dire, ok, attends, mais tu te rends pas compte, maintenant t'as 2 enfants, t'as une famille à gérer, tu peux pas être au chômage. Non, mais c'est sûr, mais je pense qu'il y a un truc hyper important. Enfin, il y a 2 trucs hyper importants et si ça peut aider les gens qui se posent cette question. La première chose, c'est que, en fait, il faut pas vivre avec les peurs des autres. Parce que on a déjà assez peur comme ça en tant qu'être humain. Donc si en plus on se rajoute les peurs des autres, alors là on est mal barré. Et la deuxième chose, c'est que en fait tout ça c'est fait de façon très pragmatique. C'est-à-dire que moi j'ai pas du tout eu l'impression de prendre des risques. Moi j'ai posé les chiffres en fait. Je me suis dit bon bah voilà ce que j'ai, voilà ce dont on a besoin pour vivre. Si jamais ça capote, donc si jamais au bout de 2 ans de chômage, mon mari n'a pas de boulot. Moi, j'ai pas de revenus avec mon entreprise. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on avait plan A, plan B, plan C. Enfin, moi, j'étais prête à prendre un petit boulot juste, sans qualification, juste pour avoir de l'argent. J'avais aucun problème avec ça. J'en étais même venue à imaginer que vraiment, vraiment, s'il fallait, on vendrait l'appart qu'on avait et on irait vivre chez mes parents, tu vois. Enfin. Et pour moi, et donc en fait, quand tu fais le schéma du scénario du pire, ok, le pire qui puisse se produire, c'est qu'on trouve pas, on gagne pas d'argent, donc du coup, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? En fait, tu vois qu'en réalité, on a la chance d'avoir les ressources pour trouver des solutions. Et donc, parce que j'ai cette chance-là, je ne me donne pas le droit de me dire que c'est trop risqué. Il y a des gens qui sont 10 000 fois plus en galère. On peut pas considérer que ça c'était risqué, quoi. Je veux dire, les vrais risques, c'est quand on n'a rien à bouffer, quand on doit dormir dehors parce qu'on n'a pas de toit sur la tête. Là, on parle de vrais risques. C'est vrai. Et donc, pour reprendre le début de ta boîte, comment est-ce que ça s'est passé? Tu t'es reformée? Oui, en fait, j'ai fait une certification de coaching pour apprendre à être coach. Ça dure combien de temps? Alors, ma certification, elle durait 6 mois. J'ai fait une école aux États-Unis et qui était principalement à distance avec un petit peu de présentiel aux États-Unis. Et ça, c'était génial. Franchement, de retourner à l'école en étant adulte. Oui, c'était pas trop dur, justement, de repartir à l'école après avoir été salarié pendant plus de 10 ans. Alors non, c'était pas dur. Bon, oui, je sais pas, ce qui est dur, c'est l'autodiscipline, on va dire, mais je pense que ça, j'ai assez d'autodiscipline et puis j'étais tellement motivée surtout que c'est passé comme une lettre à la poste. Après, bon, bah, il y avait un peu de stress, le stress des examens, voilà, c'était pas non plus de tout repos, mais c'était génial. En fait, j'ai redécouvert à un peu plus de 30 ans que en fait on pouvait passer sa vie à apprendre et que c'est pas parce qu'on avait fini l'école qu'on pouvait plus y retourner. Et du coup maintenant je suis avide de ça, tu vois, j'ai envie chaque année d'aller à l'école, dans l'école de je sais pas, enfin pour apprendre je sais pas quoi, mais je choisis un truc chaque année et je le fais. Et ça c'est génial, c'est ultra motivant. Ouais, c'est clair. Et alors comment se sont passés tes débuts? Tu finis ta formation et tu décides tout de suite de commencer à coacher? Oui, alors en fait, j'ai commencé à coacher avant même de faire la formation et avant de quitter mon job, parce que je m'étais dit bon, c'est une super idée, c'est cool et tout, mais en réalité, tu coaches tes équipes, mais en vrai, tu sais pas ce que c'est que être coach 24 heures sur 24. Enfin, c'est quand même un métier différent. Et la seule crainte que j'avais, c'était que peut-être que ça me plairait pas autant que je crois que ça me plairait.
Donc je me suis dit, la meilleure façon de le savoir, c'est d'essayer dès maintenant de coacher les gens. Et comme tu peux coacher, enfin moi au début j'ai coaché gratuitement ou pour vraiment une poignée de cacahuètes quoi, juste pour voir si ça marchait, si j'aimais ça, etc. Bon, très vite je me suis rendu compte que j'adorais. Et du coup c'est là que j'ai décidé de me former et en parallèle que j'ai négocié mon départ de ma boîte. Et puis après une chose en entraînant une autre, j'ai créé un blog, puis un site, puis un podcast, puis tu vois, après pas. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé juste avant, mais tu t'es fait coacher. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de devenir coach? Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie d'en faire ton métier? Quel aspect du coaching, toi, en tant que coaché? En fait, c'est plusieurs choses. C'est déjà de me rendre compte, mais ça je le savais avant de me faire coacher, enfin je m'en étais rendu compte avant que le truc que je kiffais le plus dans mon métier, c'était de développer les talents de mon équipe. Tu vois, j'étais avide de savoir ce qu'ils aimeraient faire, c'était quoi leurs rêves, c'était quoi leur ambition, de les aider, enfin de les former, de les aider à développer certaines compétences, de leur donner des responsabilités, enfin j'adorais ça. Et du coup quand je me suis fait coacher, j'ai réalisé qu'en fait, je le faisais déjà dans mon métier et que j'adorais. Et du coup, je me suis dit, ce serait top. En fait, je pourrais faire que ça comme métier. Et c'est comme ça que ça m'est venu, en fait. C'est dans l'expérience de me faire coacher. Et puis, surtout, le fait de me dire que j'allais pouvoir aider des gens. J'allais pouvoir rendre public des outils qui sont absolument géniaux et qui peuvent aider plein de gens sur n'importe quel sujet. Ouais, donc ça a été plutôt assez évident pour toi, assez rapide et évident. Ouais. Aujourd'hui, tu as choisi de travailler avec uniquement des femmes. Oui. Pourquoi ? Alors, déjà parce que j'aime beaucoup être au contact de femmes. Et parce que, pour des raisons en fait féministes, j'adore les hommes, hein, ne nous y méprenons pas. C'est pas les femmes contre les hommes, pas du tout. C'est ensemble. Mais simplement, les outils que j'ai appris et que j'enseigne aujourd'hui sont des outils qui permettent de lever les barrières internes qu'on a. Donc tous les schémas mentaux qu'on a. Ces schémas mentaux, on les développe au contact de nos parents, on les développe au contact de tous les gens qui comptent dans notre vie et au contact plus généralement de la société et des messages qu'on reçoit dans les médias, dans la rue, à l'école, bref. Et du coup, la société qui est inégalitaire, c'est au détriment des femmes. Donc moi, je me suis dit, j'ai des outils qui peuvent permettre de lever ces barrières-là, en tout cas en interne. Et du coup, j'ai envie de donner ces outils aux personnes qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Et j'ai identifié que c'était les femmes. Donc voilà, aujourd'hui, on est payé, je crois, 18% de moins en moyenne. Moi, je vais essayer d'aller rétablir la balance avec le coaching. Pour quelles raisons on vient te voir le plus souvent ? Alors, moi, j'accompagne donc uniquement des femmes, tu l'as dit, et qui sont des leaders ambitieuses, donc qui sont en général managers ou dirigeantes, ou qui parfois ont leur propre entreprise. Et ces femmes, elles sont confrontées à divers challenges. Le premier, c'est d'assumer leur leadership, c'est-à-dire qu'elles sont à des postes qui, des années auparavant, étaient plutôt occupés par des hommes. Elles doivent assumer leur leadership dans une société qui n'a pas encore complètement intégré, quoi qu'on en dise, que les femmes peuvent prendre cette place et peuvent briller à cette place. Et je crois que le problème, c'est que les femmes elles-mêmes l'ont pas encore intégré. C'est-à-dire qu'elles ont envie de ces postes-là, elles les prennent et après, il y a un énorme syndrome de l'imposteur, une peur de pas réussir, une peur que les gens pensent des choses d'elles, etc. Donc c'est ça que je vais aider à lever comme barrière pour qu'elles s'épanouissent en fait dans la façon qu'elles ont de leader leurs équipes, qu'elles trouvent leur style et que elles se sentent à leur place. Et le deuxième problème pour lequel elles viennent me voir, c'est que ce qui a changé dans le monde du travail et qui est en train de vraiment de se transformer n'a pas vraiment encore changé dans la famille. C'est-à-dire que
même si ça change aujourd'hui, l'équilibre homme-femme au sein du foyer est encore à discuter. Donc il y a plein de femmes qui doivent, qui prennent le rôle de gérer toute la maison. Donc de penser à tout pour les enfants, d'être là à l'heure, de faire à manger, etc. Et donc du coup, à la charge mentale d'une leader en entreprise s'ajoute la charge mentale d'une leader à la maison. Et du coup, c'est très difficile de trouver un équilibre dans tout ça parce qu'en fait, c'est presque invivable. Hein. Je veux dire, on a des journées qui font que 24 heures, on peut pas être partout en même temps, on peut pas tout réussir. Et donc, comment on fait pour gérer ? Et donc moi, je les aide à reprioriser les choses, à lâcher du lest, à lâcher prise, et à décider de ce qui est important pour elles, pour pouvoir mener de front ce qu'elles ont envie de mener. Il n'y a pas de raison que les hommes puissent le faire sans que les femmes puissent le faire aussi. Donc voilà, c'est vraiment ça pour les raisons pour lesquelles elles viennent me voir. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment se passe concrètement un coaching ? Comment ça se passe ? On commence ? Combien en général il y a de séances ? Sur combien de temps ? Ouais. Alors moi j'ai un programme qui est très particulier, donc je vais juste en donner les grandes lignes parce que ce serait chiant de raconter les détails, mais la particularité de mon programme, c'est qu'il allie coaching et formation. Et la deuxième particularité, c'est que j'accompagne les leaders en groupe. Pourquoi ? Parce que ce que vit une leader femme, c'est une extrême solitude. La solitude d'être seule à la tête d'une équipe, d'une business unit, d'une boîte, et d'avoir le sentiment de pas être comprise, d'avoir le sentiment de pas avoir quelqu'un à qui parler, qui puisse la guider. Et donc cette solitude, on la brise en groupe parce que en fait, plus il y a de cerveau dans la pièce et plus les résultats sont excellents. Et puis ça crée vraiment ce que les femmes n'ont pas toujours tendance à créer. Ça crée une communauté, un réseau qui est hyper facile parce que quand on a la même démarche de se faire coacher et qu'on choisit la même coach, on a déjà plein de points en commun. Et donc ça permet des relations absolument géniales et bienveillantes entre les participantes. Et du coup, ça les booste énormément. Donc voilà la particularité. Et moi, j'accompagne les femmes sur 6 mois. 6 mois pendant lesquels je vais les aider sur différents thèmes à lever leurs barrières. Donc, elles vont découvrir évidemment des outils d'auto-coaching, elles vont apprendre à gagner en confiance en elles vont travailler leur leadership et leur management, elles vont travailler leur équilibre de vie, la gestion de leur temps, leur rapport à l'argent, voilà. Toutes ces choses-là. Et donc, elles vont apprendre des outils là-dessus, très concrets, avec une mise en pratique. Et puis, en parallèle, tous les challenges qu'elles rencontrent pendant leur accompagnement sont autant de raisons de se faire coacher. Donc, le coaching se passe en appel, en visioconférence et aussi sur une messagerie. Donc, c'est vraiment un accompagnement ultra complet où pendant 6 mois, en fait, au quotidien, on peut recevoir du coaching, de l'aide, des nouveaux outils. Et c'est ça qui fait la force parce que quand tu as passé 6 mois dans un groupe de femmes qui va vers ce même objectif et que tu as appris plein de nouvelles choses et que tu as été vraiment chouchoutée et coachée et challengée, en fait, au bout des 6 mois, tu te sens 10 000 fois plus forte. Et surtout armée pour la suite. Et puis tu te nourris de la force aussi des autres. Ouais. Et tu parlais d'outils tout à l'heure. J'ai vu que le coaching alliait souvent les neurosciences. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela fonctionne ? Comment est-ce que tu appliques l'aspect psychologique ? Oui. Alors, le coaching, grosso modo, c'est d'aider quelqu'un à aller d'un point A à un point B. Sachant que la différence avec un psychologue, par exemple, c'est que moi, je travaille, en tant que coach, je travaille avec des gens qui vont bien, dans le sens, ils n'ont pas de pathologie mentale. Donc moi, je traite pas ça. Donc je les emmène d'un point A à un point B, et grosso modo, ils pourraient se passer de moi. C'est-à-dire qu'ils pourraient arriver au point B sans moi. Simplement, ce que je les aide à faire, c'est juste à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Alors, pourquoi on utilise les neurosciences ? Et on n'utilise pas forcément les neurosciences en coaching. Moi, je fais du coaching causal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour aller d'un point A à un point B, tu peux dire à quelqu'un fais ci, fais ça, et vas-y. Sauf que quand tu lui dis fais ci, fais ça, et vas-y, encore faut-il qu'il ait les ressources internes pour faire ci, faire ça, et y aller. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir la meilleure formule magique des actions à prendre pour devenir une super manager.
Si on n'ose pas, si on manque de confiance en soi, qu'on doute, qu'on a le sentiment de pas avoir le temps, on mettra jamais en pratique les actions. Donc là où interviennent les neurosciences, c'est que moi, je vais aider mes clientes à comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à se mettre en action ou à changer sur tel point. Quelle est la cause? Donc on va chercher la cause, et la cause, c'est toujours une pensée, une croyance limitante. Et donc c'est là où vraiment on rejoint la psychologie. C'est-à-dire qu'on va voir quels sont les schémas qui se répètent et qui empêchent la personne d'avancer. Mais on va pas voir ce schéma juste pour analyser, en parler des heures et savoir d'où ça vient. On va voir ce schéma pour comprendre ce qui bloque et ensuite pouvoir lever cette limite et se mettre en action. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que moi, ce que j'imagine là, c'est quand tu vas trouver une croyance limitante, tu vas chercher dans le passé, donc Ouais. tu demandes finalement, Ou dans le passé ou dans le présent d'ailleurs. Hein. et tu demandes à la personne de Ouais. se confier. Donc ça quand même ça se rapproche finalement d'une séance de psy, enfin Oui. bref ou autre. Comment est-ce que du coup tu arrives à travailler ces émotions-là pour justement se différencier d'un psychologue? Alors, en fait, le truc, c'est que on peut prendre un exemple qui est lié à l'argent. J'avais une cliente récemment qui me disait qu'elle avait une relation à l'argent un peu compliquée, et donc elle pense que l'argent est sale. D'accord. Et du coup, elle se rend compte, elle sait d'où ça vient, de ce qu'elle a appris dans son enfance, etc. Et mais sa pensée aujourd'hui est toujours, on n'est pas là, on n'est pas dans l'enfance, on est dans le présent. L'argent est sale. Et du coup, quand elle doit avoir affaire à l'argent, quand elle doit payer un truc, quand elle doit investir dans quelque chose, bah sa pensée immédiate, c'est l'argent est sale. Et du coup, elle se sent mal à l'aise. Et donc, dans ces cas-là, elle réfléchit pendant hyper longtemps à savoir est-ce qu'elle va dépenser ou est-ce qu'elle va épargner. Elle se sent hyper coupable quand elle achète quelque chose. Bref, ça amène à des comportements. Elle regarde, par exemple, un comportement, ça pourrait être de regarder avec insistance son compte en banque tout le temps pour être sûr qu'il y a bien l'argent dessus, etc. Et donc, le résultat qu'elle crée en faisant tout ça, c'est qu'elle continue à penser que l'argent est sale. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ce phénomène, ce phénomène d'avoir des difficultés avec l'argent vient de sa pensée. L'argent est sale, d'accord ? Donc moi, une fois qu'on sait ça, quelque part, la question n'est pas de savoir est-ce que ça vient de papa, est-ce que ça vient de maman, est-ce que ça date de quand j'avais 3 ans. Ça, c'est plutôt ce qu'on irait regarder avec un psy. Mais quand on sait qu'on pense par défaut que l'argent est sale, ben on va aller s'intéresser à ce qu'on pourrait penser de l'argent qui soit différent. Par exemple, on peut s'interroger sur, qu'est-ce qui me montre que l'argent n'est pas sale ? Donc, je lui ai demandé, par exemple, une question qui était toute simple, c'est est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui a beaucoup d'argent et que tu trouves pas sale ? Donc là, elle m'a donné des exemples de stars qui ont beaucoup d'argent, mais qui font des trucs géniaux, tu vois. Et donc, en fait, on ouvre les mirettes. Moi, après, je vais aller les interroger pour leur montrer que l'argent est sale, c'est juste une pensée, c'est juste une interprétation qui certes est ancrée parce qu'elles se le sont répétées depuis longtemps, mais qui peut changer parce que regarde, quand tu vois Beyoncé, en fait, quand tu vois Beyoncé, tu te dis pas que l'argent est sale, tu te dis que elle a bossé, elle a créé de la valeur, elle rend plein de gens heureux avec sa musique et du coup, évidemment qu'elle a de l'argent. Et pour elle, l'argent n'est pas sale. Donc tu vois, c'est vraiment ce travail-là. D'aller pas seulement de découvrir la croyance, mais d'aller essayer de la changer. Parce que quand on la change, alors on change notre comportement. Oui, on aimerait bien pouvoir tous le faire au quotidien. C'est vrai que ça serait génial. Le truc, c'est que c'est un travail de fond, hein, faut pas se mentir, ça se fait pas en un jour, on change pas son Bien rapport sûr. à l'argent en une séance de coaching. Mais c'est pour ça que ça prend du temps, ça vaut le coup de s'entraîner, quoi. Et toujours pour continuer sur les outils, quels sont les outils que tu proposes le plus d'appliquer au quotidien? Alors, qui ressortent. alors bien le plus souvent. il y a 2 outils qui pour moi sont, 3 outils qui sont fondamentaux. Le premier, c'est d'écrire, c'est le flow de pensée. Donc, on peut appeler ça un flow de pensée, un journaling ou ce qu'on veut, c'est-à-dire avoir un cahier, un crayon et pendant 10 minutes écrire sur son cahier tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a besoin de décharger. Parce qu'on a tellement de choses dans la tête,
On rumine tellement que écrire et poser sur le papier, ça permet de gagner en clarté, de savoir voilà ce qu'on pense. Ça, c'est vraiment le premier truc. Le deuxième truc, c'est et ça, c'est mon outil préféré. C'est vraiment le modèle. Le modèle, il vient de Brooke Castillo, qui est ma mentor et la coach qui a fondé l'école que j'ai faite, donc The Life Coach School, dans laquelle je me suis formée. Le modèle qui, en fait, reprend ce que je viens juste de t'exposer, c'est-à-dire qui est basé sur les neurosciences, c'est qu'il existe une différence entre les circonstances, c'est-à-dire ce qui se passe et qui est indiscutable. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, il fait 12 degrés dehors, c'est indiscutable, on a un thermomètre, c'est marqué 12 degrés. Il y a une différence entre ces circonstances et ce qu'on pense des circonstances, notre interprétation. Donc quelqu'un pourrait penser ici qu'il fait froid, ou quelqu'un pourrait penser que le temps est clément pour un mois de novembre. Ça, c'est la pensée. Et toutes les pensées qu'on a, elles génèrent en nous une émotion. Donc quand on pense que le temps est clément, on se sent peut-être joyeux, par exemple. Et l'émotion qu'on ressent génère en nous tout ce qu'on fait et qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, elle est la source de notre comportement. Donc quand je me sens joyeuse parce que je me dis que le temps est clément aujourd'hui, je vais avoir envie de mettre mon manteau et de sortir, d'aller faire une petite balade. Peut-être que je m'arrêterai prendre un café et puis tiens, je vais passer un coup de fil à ma pote parce que j'ai envie de lui parler, je me sens bien aujourd'hui. Et toutes ces actions vont créer le résultat. Et mon résultat, ce sera que finalement, j'ai rendu ma journée clémente. Et le problème, le fait que ma journée ait été clémente ne réside absolument pas dans le 12 degrés aujourd'hui. C'est pas la circonstance qui en est à l'origine. C'est simplement mon interprétation de la circonstance. Donc ce modèle, c'est la clé de compréhension de nos comportements, des résultats concrets dans notre vie, de nos émotions et de ce qu'on pense. Et donc c'est une grille de lecture de l'expérience humaine. Donc finalement, ça serait changer la perception qu'on a des choses pour finalement changer nos émotions et l'humeur qu'on a, etc. Ouais, complètement. Ce qui est un travail de longue haleine. Ouais, mais qui est un travail assez puissant, c'est-à-dire qu'on se dit que ça va être hyper compliqué, mais en fait, à partir du moment où on l'applique, on le fait, on est accompagné pour le faire, en fait, ça change vraiment les choses, parce qu'au bout d'un moment, le cerveau prend l'habitude de le faire tout seul. Il y a des automatismes qui se créent à force de répétition. Ça, toi, tu le vois en général sur les personnes que tu coaches. Ah ouais, je le vois, mais là, c'est rigolo parce que j'ai un groupe de coaching qui se termine ce mois-ci. Donc, ça fait 6 mois qu'elles sont dans le programme. Et elles me disent, c'est dingue, quand je fais mon modèle par défaut, j'arrive à switcher directement au modèle intentionnel. Ça veut dire que la pensée par défaut qui était, il fait 12 degrés, il fait froid, en fait, elles choisissent immédiatement de penser, tiens, 12 degrés en novembre, c'est un temps clément. Ouais. Donc, et ça, c'est parce que pendant 6 mois, elles ont travaillé là-dessus. Il n'y a pas de miracle, hein. C'est comme le sport. On devient super musclé quand on fait du sport très régulièrement. Sinon, ça marche pas. Forcément. Est-ce que tu as de plus en plus de femmes qui viennent te voir pour complètement changer de vie, pour monter leur boîte, se reconvertir, ou c'est plus des typologies de profils de femmes qui sont sur des rôles de management en entreprise? Alors, j'ai les deux, mais c'est principalement... En fait, les femmes qui viennent me voir veulent pas nécessairement changer de vie. Ce qu'elles veulent, c'est s'épanouir dans leur vie. Et pour certaines, ça veut dire changer de métier. Mais pour la grande majorité, c'est simplement kiffer ce qu'elles font déjà. Et alors, est-ce que des femmes qui sont... Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'une femme salariée vienne te voir et finisse à la fin du coaching par justement changer de voie alors qu'elle n'avait pas du tout pensé à ça au début? Oui. Ou qu'elle l'imaginait, mais que ça restait quand même assez... Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver parce que, en fait, je pense par le même processus que ça m'est arrivé à moi. C'est-à-dire que quand je me suis fait coacher, en fait, je me suis pas dit je vais monter une boîte. C'est pas pour ça que je faisais le coaching. C'était ma question, c'était c'est quoi ma next step? Et j'avais pas du tout mis sur la liste entreprendre à ce moment-là. Je me disais, en fait, est-ce que je reste dans ma boîte? Est-ce que je pars? Est-ce que je rentre en France? Est-ce que je vais à l'étranger? Voilà, c'était ça ma question. Donc oui, ça peut tout à fait arriver. Est-ce que tu as déjà refusé des clientes? Oui. C'était pour des raisons qui s'apparentaient plutôt au côté psychologique, peut-être? Alors, donc oui,
Pour cette raison-là, quand je vois qu'une personne est fragile psychologiquement et qu'elle a surtout besoin d'un psychologue ou d'un psychiatre pour l'aider, et quand elles sont fragiles et qu'elles se font déjà aider, dans ce cas-là, on peut discuter du coaching. Et la deuxième raison pour laquelle je refuse des clientes, et ça m'arrive régulièrement, c'est quand je sens qu'elles sont pas assez motivées. Parce qu'en fait, la réussite d'un coaching repose quand même sur la détermination à atteindre son objectif. Et cette motivation, elle va être très entretenue par le fait d'être à mon contact, parce que je joue aussi ce rôle, et le fait d'être au sein d'un groupe. Mais en fait, ça suffit pas. La base, c'est quand même la personne et ce qu'elle veut vraiment faire. Et moi, j'ai vraiment à cœur que les personnes qui rejoignent mon programme soient hyper motivées, à la fois pour elles-mêmes, pour se donner toutes les chances de réussir, et en même temps pour le groupe, parce que c'est hyper important d'avoir que des bons éléments. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier ? Coacher. Alors là, 1000 fois, j'adore ça. J'adore. Quel aspect du coaching tu préfères ? C'est-à-dire quand tu dis j'aime bien coacher, c'est-à-dire de communiquer, motiver, entraîner ? Tout. Alors, en fait, non. Ce que j'adore, c'est écouter déjà. J'adore écouter les gens et j'adore poser des questions. Et en fait, quand on est coach et qu'on pose des questions, on n'a pas besoin de dire grand-chose en fait. On n'a pas besoin de dire grand-chose parce que une ou deux questions bien placées, en fait, ça permet de débloquer des situations très facilement. Et puis parfois, il faut plus de temps et c'est pas grave. Mais vraiment, moi, j'adore ça parce que je vois en 10 minutes une personne qui arrive toute fermée, triste ou alors stressée, s'éclairer devant mes yeux. Ouais. Et ça peut se faire en une conversation de 10 minutes. C'est magique. Donc, je kiffe complètement. Et on voit de plus en plus de personnes devenir coach. Et donc, un choix encore plus dense de coach sur le marché. Comment est-ce qu'on choisit son coach ? Ouais. Comment est-ce que tu définis un bon coach ? Alors, on choisit son coach de plusieurs des manières. La première, on s'intéresse à son contenu. Aujourd'hui, c'est intéressant de se dire, ok, bon, est-ce que cette personne qui est coach, est-ce que ce qu'elle dit, ça me parle ? Parce que souvent, ce que partage quelqu'un en dit long sur cette personne et sur la pratique du coach. Ça c'est un point. La deuxième point, c'est on vérifie qu'il est bien vraiment spécialiste du domaine dont il parle. Et là, je veux dire que même un coach débutant peut être excellent. Simplement, il faut juste s'assurer que les outils qu'il propose, ce sont des outils qu'il pratique. C'est ça qui détermine vraiment l'efficacité d'un coach. C'est-à-dire que on peut avoir la formule magique pour bien coacher. Si on s'applique pas à soi-même les outils qu'on conseille aux autres, bah en fait ça marche pas. Enfin, je veux dire, c'est aussi simple que ça. Ça marche pas parce que quand la personne n'arrive pas à appliquer l'outil, on sait pas pourquoi elle y arrive pas. Parce que si on l'a pas appliqué soi-même, on peut pas expliquer comment ça marche. Donc ça, pour moi, c'est vraiment vraiment hyper important. Et puis après, il y a vraiment un côté est-ce qu'on sent que ça match, quoi ? Est-ce qu'on se sent bien avec cette personne ? Est-ce que il y a beaucoup d'intuition, de feeling, on sait jamais à l'avance est-ce qu'on va choisir la bonne personne. Mais si on décide que cette personne-là, elle va être bien pour nous, alors ça va marcher. Est-ce que tu peux nous raconter ta journée type ? Oui, je peux. Alors, une journée type, donc je coach pas tous les jours, ça il faut le savoir, je coach que 3 jours par semaine. Donc on va prendre une journée où je coach, je commence à travailler vers 8h30, 9h. Je commence toujours ma journée par un café, que ce soit un café que j'achète à l'extérieur ou un café que je me fais, ou que mon mari me fait en ce moment en télétravail, enfin en confinement plus précisément. Sympa. Et je fais un flot de pensée. Donc, je fais l'exercice dont je parlais au début pour bien me mettre dans ma journée. Et puis ensuite, j'ai un planning qui est millimétré. C'est-à-dire que je planifie mes semaines toujours à l'avance. Donc, soit le vendredi soir pour la semaine d'après, soit le lundi matin pour la semaine qui est là. Et donc, je suis ce qu'il y a sur mon planning. Donc, quand j'ai des
session de coaching, il y a toujours un quart d'heure avant que je démarre la session pour prendre connaissance des demandes de mes clientes, pour faire des exercices de respiration avant d'entrer en séance, pour vraiment me vider la tête et être pleinement présente pour mes clientes. Je vais avoir des espaces de travail où je vais créer du contenu, un nouveau cours, ou alors la prochaine masterclass que je vais donner. Donc c'est de la pure création. Donc là c'est de l'écriture et puis après parfois de l'enregistrement. Et du temps pour mon équipe. Donc du temps pour connecter sur les différents points sur lesquels on travaille en ce moment, que ce soit des one-to-one, des réunions d'équipe, etc. Voilà à quoi ressemble ma journée. J'essaye au maximum. Allez, on va dire 4 jours par semaine, j'ai une pause déj d'au moins une demi-heure. Donc 1 jour par semaine, parfois je m'autorise à manger entre 2 rendez-vous, mais ça c'est rare. Je fais des pauses, je me fais un thé, j'écoute de la musique. Voilà, je suis un peu un bourreau de travail, mais j'essaye quand même de faire des pauses. Et puis ensuite j'arrête ma journée. Alors, soit vers 19h, quand j'ai pas besoin d'aller récupérer mes enfants, soit le jeudi et le vendredi à 17h15 ou 17h, selon que je suis à la maison ou au bureau, pour aller chercher mes enfants. Donc voilà, grosso modo, ce à quoi ressemble une journée type. Et justement, comme t'es maman, là tu parlais d'aller chercher tes enfants à l'école, comment est-ce que ton changement de carrière t'a permis de trouver un meilleur équilibre dans ta vie personnelle? Alors, est-ce que c'est un meilleur équilibre? C'est une vraie question. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un meilleur équilibre, mais en fait, en réalité, dans le boulot que j'avais avant et dans la boîte que j'avais avant, qui était quand même hyper family friendly, donc je pouvais partir tôt quand je voulais, j'avais pas de problème. J'avais juste beaucoup de travail, donc c'était compliqué de partir tôt, mais quand même, j'avais un équilibre qui était pas si mal, surtout au bout de 3 ans à mon poste. C'est-à-dire que j'avais trouvé un équilibre qui me correspondait plutôt bien. Et quand je partais, je pouvais un peu fermer parce que c'était pas ma boîte. Aujourd'hui, c'est ma boîte, donc même quand j'arrête, j'ai quand même mon cerveau il travaille toujours sur ma boîte, même quand je travaille pas. Donc ça c'est un nouvel équilibre qui est génial parce que du coup maintenant je m'autorise à aller chercher mes enfants 2 fois par semaine et je pense que j'aurais pu le faire avant, c'est juste que je m'étais pas autorisée à le faire. Mais en même temps avec ce truc que j'hésite pas quand j'ai envie de travailler le soir, je le fais. Je le faisais jamais quasiment avant. Et ça c'est parce que c'est ma boîte. Donc pour certains, ça pourrait paraître comme un énorme déséquilibre. Pour moi, c'est un équilibre qui me va. Mais oui. Ne croyons pas, et je vais pas vous mentir sur ce point, que je travaille moins qu'avant. C'est pas vrai. Je travaille plus, je crois. Tu travailles plus, mais comme c'est ta boîte, limite, t'as pas l'impression de travailler entre guillemets. Exactement. Je kiffe beaucoup plus aussi. Donc finalement, ça s'entend. J'ai pas l'impression que c'est du travail. Pour moi, c'est une stimulation intellectuelle, c'est un jeu, c'est... et puis il y a des fois où je suis vraiment très fatiguée parce que j'ai tiré sur la corde et ces fois-là j'essaye de les repérer et de tout fermer et de me dire là Jenny tu prends une pause ou tu prends un jour ou tu prends une semaine. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui souhaitent se faire coacher mais qui n'osent pas? Alors là moi je reprends toujours la phrase d'Alice qui est une de mes clientes qui je trouve est assez simple et très très parlante. Si vous hésitez, c'est que vous êtes prête. Voilà. C'est tout ce que je dirais. Je dirais la question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de changer les choses pour moi? Et si on a vraiment envie de changer les choses pour soi, alors il faut dépasser sa peur. Et ça commence par contacter un coach. Et enfin, mes petites questions de la fin. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous partager? Oui, une anecdote que je peux raconter. En fait, je pense que ça vaut vraiment le coup de croire en soi et de se dire que ses rêves sont permis et que tout est possible. Parce que moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée pour créer cette boîte parce que j'écoutais des podcasts et puis j'ai entendu des interviews dans ces podcasts et donc il y a des femmes que j'ai découvertes comme ça. Je peux pas dire des noms ici, mais en tout cas, je peux vous dire ça. Et du coup, la première anecdote, c'est qu'un jour, quelqu'un m'appelle, et c'était une de ces femmes, et elle m'a demandé que je la coach. Et ça, c'était au début de ma boîte. C'est génial. Et donc, voilà, depuis, ce genre de choses s'est reproduit de différentes façons. Et du coup, j'ai envie de dire à toutes celles qui écoutent et tous ceux qui écoutent que, en fait, il faut vraiment croire en ses rêves et en soi. Parce qu'en fait...
si on a ces rêves-là, c'est jamais par hasard. C'est que le monde, quelque part, en a besoin. Et donc, faut s'autoriser à rêver et à agir pour rendre tout ça réalité. Ça donne envie. Et enfin, pour terminer, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va ? Alors, on va sur mon site, jennychamas.com. Et on va aussi et surtout écouter mon podcast Femme ambitieuse, qui est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, qui est gratuit. Et tous les mardis, j'y distille des bons conseils de coaching pour les leaders ambitieuses. Et également, une fois par mois, j'interviewe une femme ambitieuse. Et vous allez voir, les femmes que j'interviewe sont ultra inspirantes. On m'a encore fait la réflexion plusieurs fois cette semaine, donc je pense que ça remue un peu. Du coup, voilà, le podcast c'est un super moyen de me découvrir, et sinon mon site. Super, je mettrai toutes les infos dans les détails de l'épisode. Et un grand merci. Merci Jenny, pour ton temps. Merci à toi, Sarah, c'était un plaisir. Et puis on suit tout ça de très près. Ouais. Merci beaucoup. Top. À bientôt. Un grand merci à Jenny d'avoir pris le temps de parler à mon micro. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jenny, toutes les infos sont dans les détails de l'épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez sûrement aimé notre conversation. Alors si c'est le cas, je vous laisse en parler, partagez l'épisode un maximum autour de vous et allez sur Apple Podcast pour laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Je ne le répéterai jamais assez, mais cela m'aide beaucoup à faire grandir le podcast. Pour suivre les actualités de Caféine, cela se passe sur Instagram sur le compte Caféine Podcast. Caféine s'arrête pour cette année 2020 qui aura été riche en émotions et je vous retrouve en pleine forme en janvier et vous souhaite d'ici là de très belles fêtes de fin d'année.